temps, c'est que j'ai décidé que j'étais pas faire quelque chose au moins où j'étais pour apprendre un peu plus que d'habitude. Donc, il faudra que je procède d'une façon quelque peu anormale. Lorsque l'homme entend parler d'une mutation, d'une transformation, d'une cessation de mémoire, d'une obligation à se changer, d'une altération de la condition présente, lorsque l'humain entend parler de guerre, lorsque l'humain entend parler de paix, lorsque l'humain entend parler d'ère nouvelle, lorsque l'humain entend parler d'apocalypse, chaque fois que l'homme entend parler d'une révolution, surtout d'une révolution évolutive, il refuse d'écouter, il refuse de se préparer, il refuse de l'envisager, et il préfère remettre son énergie sur l'espoir que sinon, rien n'arrivera, ou bien ça arrivera mieux, et beaucoup mieux qu'on peut le penser. Le phénomène intéressant, c'est que toutes les religions, toutes les traditions, tous les intuitifs ainsi que tous les cartésiens, la science ou la théologie, annoncent des problèmes planétaires pour les années qui viennent. L'instabilité politique va engendrer des crises économiques. Le manque de confiance dans les régimes politiques va faire en sorte que plusieurs monopoles financiers ne voudront pas investir. On ira vers une crise économique. On ira évidemment vers des guerres qui vont essayer de contrer les crises économiques. Et malgré tous ces phénomènes, l'humain ne veut pas envisager ce genre de choses. Il n'y a que les militaires qui aiment l'envisager parce que les militaires ont comme fonction vibratoire de se battre. Le militaire ne vit pas en temps de paix. Le militaire a une raison d'être qu'en temps de guerre. Mais tous ceux qui ne sont pas militaires, tous ceux qui ne fabriquent pas des armes pour la guerre, tous ceux qui ne sont pas d'un militarisme direct ou indirect, l'apocalypse serait ce que les films créés par l'humain démontrent s'il n'y aurait pas intervention de plusieurs éléments qui ne sont pas prévisibles et qui ne sont pas mathématisés, calculés dans les prédictions faites par l'homme. Premièrement, le règne humain n'envisage toujours ses conditions expérientielles évolutives qu'à partir de sa propre gestion. Guerre nucléaire, sans compter le problème mécanique. Sur 300 missiles à tête nucléaire braqués sur nos continents, près de la moitié n'ont pas de vraies têtes nucléaires. Ce sont des placebos, des missiles bidons. Lorsque les grandes nations daignent bien retirer quelques missiles, ce qu'on appelle un peu le désarmement, ils retirent évidemment les missiles bidons, laissant les vrais missiles à tête nucléaire en place. Près de 30% des missiles ne pourront pas décoller par défectuosité technique et si le temps vient où ils doivent décoller. Près de 20% des missiles auront des défectuosités en cours de route, frapperont un oiseau, s'écraseront d'eux-mêmes et n'arriveront jamais à leur cible. 50% des missiles qui ont décollé, il en reste plus énormément, vont effectivement atteindre leur cible. Sur ces 50%, un autre 10% ne pourra pas exploser par défectuosité technique. Et évidemment, là où les missiles atterrissent, c'est-à-dire s'écrasent, il y a des dégâts considérables. L'être humain saura où il doit être
à l'instant où il doit être, lorsque ce sera le temps. Donc, cela amène la question suivante. Est-ce que l'on doit préparer quelque chose pour vivre en paix? Et si la réponse est oui, devons-nous le préparer pour avant ou pour après? Lorsque nous parlons du projet OFSA, la majorité des humains enfin, il y en a plusieurs qui ont hâte que l'on commence à le matérialiser, à le concrétiser. Où est l'intelligence de concrétiser un phénomène comme le projet OFSA pour le voir détruit lors d'une guerre? L'être humain doit travailler de façon à envisager le long terme. Ensuite, le moyen terme. Et ensuite, le court terme. Tout court terme qui ne peut pas être extrapolé sur un moyen et long terme est un court terme qui amène l'humain vers la décadence. Exactement comme celui qui s'en va dans la forêt et qui amène une radio pour être au courant de tout. Se cache. C'est du moyen terme? Non. C'est du long terme? Non. C'est du court terme. Alors il écoute les informations pour savoir s'il y a une guerre, pour savoir s'il y a une apocalypse. La vie est belle. Mais à un moment donné, il brise son antenne. Et il n'a pas d'antenne de rechange. À un moment donné, il grille ses batteries, ses piles, et il n'en a pas de rechange. À un moment donné, il fait ceci, il fait cela, et il n'a rien de rechange. À un moment donné, la guerre éclate, les stations émettrices cessent d'émettre, ou émettent sur des longueurs d'onde qu'il ne peut pas capter. Et encore une fois, sa radio ne sert à rien. C'est le problème de la masse, c'est qu'elles envisagent toutes à court terme. Il n'y a pas suffisamment d'humains qui peuvent extrapoler leurs pensées vers le long terme. S'il y a un apocalypse, à quoi ça sert? Après l'apocalypse, il faudra qu'il y ait des humains qui soient capables de continuer l'évolution et de gérer la planète. Outre les imprévisions, disons, relativement prévues par les forces militaires des défectuosités techniques, il reste deux interventions qui ne sont pas calculables par le théologien ni par le scientifique. Deux interventions qui sont de nature concrète, mais qui ne peuvent pas être calculées. Première intervention, l'intervention de l'intelligence supramentale. Celle qui va permettre à certains humains d'être dans certaines régions, dans certains temps. L'intelligence supramentale ne peut pas être calculée. Cela veut simplement dire que si 40 000 missiles sont envoyés sur une personne qui n'a pas à mourir parce qu'elle est un véhicule d'expression supramentale, ces missiles, soit ne partiront jamais, de toute façon, n'atteindront jamais leur but. Et même s'il y aurait une explosion nucléaire, cette personne ne serait pas atteinte. On sait très bien, on connaît l'histoire du cochon qui portait un numéro relativement symbolique. Il y a eu le cochon 666, il y a eu le cochon 333, enfin il y a eu quelques cochons, qui ont survécu à une explosion massive nucléaire sur une île de la Polynésie. Et ce cochon était la preuve indubitable pour la science, même s'il était incompréhensible, que l'être humain n'avait pas le privilège d'exterminer toute la vie, même dans un microcosme, une île par exemple. Alors on place un paquet d'animaux, des plantes, on fait sauter une bombe nucléaire qui balaye l'île au complet, et il y a certains animaux, dont un cochon, qui est resté vivant, qui n'a aucune altération radioactive, qui va engendrer une procréation normale, et cela est tout à fait inexplicable. Lors d'une explosion nucléaire, il y a la lumière qui aveugle. Il y a la chaleur qui brûle. Il y a la radioactivité. Il y a le souffle d'une explosion normale qui fracasse. Et il y a le bruit qui assourdit. Malgré cela, à Hiroshima,
Une cinquantaine de personnes en plein milieu de la ville et au cœur de l'explosion ont survécu, sans atteinte radioactive. À Nagasaki, c'est la même chose. Et sur les îles, lors d'expériences nucléaires, c'est le même phénomène. L'intervention de l'intelligence ne peut pas être calculée, il ne peut être qu'intuitivé par l'homme nouveau, par celui qui a un contact avec les plans supramentaux, et par l'homme transitif, celui qui a un contact avec l'énergie supramentale, donc celui qui a un double éthérique, le relativement commencé, et celui qui de toute façon a un ajusteur de pensée. Ces personnes sauront où être lorsque ce sera le temps. Un autre phénomène qui ne peut pas être prévu ni calculé est l'intervention extraterrestre dans la partie, disons, apocalyptique de notre évolution. Il y a un phénomène assez intéressant qui oblige l'énergie supramentale à ne pouvoir être matérialisée sans perdre les fondements mêmes de son intelligence. Lorsque l'énergie supramentale atteint notre schéma planétaire, traverse le ciel, donc l'égrégore astral qui recouvre notre globe, lorsqu'elle parvient à l'homme, elle ne peut pas parvenir à l'homme avec de l'intelligence, donc elle parvient toujours à l'homme d'une façon astralisée, d'une façon colorée. C'est les contacts religieux, quelle que soit la religion, quelle que soit la secte, quel que soit l'homme, la femme. Pour que l'intelligence supramentale puisse agir en fonction de certains humains qui n'ont qu'un contact très limité avec l'énergie supramentale, l'intelligence supramentale se doit de créer dans l'énergie éthérique des véhicules qui permettront à cette énergie supramentale de pouvoir entrer en contact avec des humains qui, eux, n'ont pas une faculté hyper consciente du contact supramental et qui eux, n'ont pas un double éthérique suffisamment terminé pour les préserver d'un phénomène apocalyptique. Et ces véhicules seront des véhicules extraterrestres qui pourront être énergisés, donc être exprimés sous forme de vaisseau spatial et en même temps être exprimés sous forme d'êtres extraterrestres. On doit évidemment faire une différence fondamentale et majeure entre tout ce qui est extraterrestre astralisé, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de l'éducation de l'homme par les plans extraterrestres, c'est-à-dire que de tout ce qui fait partie de l'instruction de l'astral collectif lors des visites de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui n'ont pas d'intelligence, mais qui ne sont manipulés que par une forme d'intelligence astralisée qui, sous le contrôle du plan supramental, oblige l'humain à entrevoir la possibilité de la vie extraterrestre et à entrevoir aussi la possibilité d'un contact du troisième type et même du quatrième type entre ces humains et ces êtres extraterrestres. Il faut comprendre que jusqu'à date, toutes les contactés sur la planète ont été contactés par des phénomènes astralisés extraterrestres, donc par des phénomènes qui pouvaient être aussi bien colorés par le plan du monde de la mort, donc par le plan du ciel, que être colorés par le plan de l'âme de celui qui entre en contact avec ces vaisseaux. Lorsqu'un vaisseau extraterrestre entre en contact avec un journaliste particulier, le contact est coloré et par le plan du monde de la mort et par le journaliste. Dans les temps qui vont venir, les contacts extraterrestres entre l'homme transitif, la femme transitive, l'homme nouveau et le phénomène extraterrestre ne sera pas un contact qui sera coloré. Il faut comprendre que les extraterrestres qui, à un moment donné, vont être obligés à être matérialisés, terrestrifiés pour servir de transporteurs matériels au corps matériel des humains qui sont en probabilité de contact supramental, ne seront pas des extraterrestres qui auront pour fonction d'instruire l'homme. Ils ne serviront que de transporteurs. Ils n'auront pas le privilège ni la fonction d'instruire l'homme. Les particularités extraterrestres exprimées par l'intelligence d'une façon éthérique dans le domaine vital de notre planète pour servir de transporteur à certains humains seront beaucoup plus enclins à apprendre de l'homme qu'à instruire l'homme. L'évolution technologique d'une race n'est pas l'expression de l'évolution réelle de la race.
Un jour, vous allez rencontrer un extraterrestre qui aura un petit vaisseau qui lui permettra de voyager à une vitesse effarante, à transcender le temps, à voyager dans le passé, dans l'avenir, à rester figé dans un présent. Et vous aurez le feeling, vous aurez l'impression, la vibration que ce phénomène extraterrestre, que cet être extraterrestre est hautement évolué. L'évolution de deux humanités différentes ne peut être connue que si nous prenons un homme, un humain, un terrien et un extraterrestre, si nous dépouillons l'extraterrestre de son vaisseau, de ses armes, de sa sécurité, donc de sa science, si nous faisons la même chose avec un humain, autrement dit, les deux sont nus, avec rien, et les deux sont placés dans la même condition d'expérience. Là, nous aurons une idée de l'échelle d'évolution des deux races, ou des deux humanités. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, un astronaute d'une navette spatiale atterrit quelque part sur une planète, rencontre des autochtones de la planète, ce n'est pas parce qu'il arrive à faire cela que lui est plus évolué. Cet astronaute descend sur cette planète et à un moment donné, un cataclysme naturel engloutit la navette, engloutit une grande partie de ce qui vit là, et un autochtone et un astronaute se ramassent tous les deux dans des sables mouvants, entourés de scorpions ou de bébites crapuleuses. Et c'est là qu'on va voir l'évolution. Si l'astronaute prend panique, se met à crier, c'est l'évolution de la race. Ça n'a rien à voir avec son évolution technique. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que beaucoup de mécanicités extraterrestres seront à un moment donné perdues à l'échelle de notre planète lors de la prochaine apocalypse. Et ces personnalités extraterrestres, ces extraterrestres seront confrontés à une vie tout à fait terrienne, la nôtre. Et ce phénomène extraterrestre ne pourra pas supporter les conditions expérientielles de l'homme. Ils seront appelés à se dégrader. Ou bien ils seront instruits et supportés par certains humains en échange énergétique de leur, disons, du privilège de se servir de leur transporteur. Ou bien ils simplement descendront en vibration et iront servir la cause de l'apocalypse. Il y a donc deux phénoménologies de contact extraterrestre, l'un qui va et qui n'a jamais été aperçu à l'échelle de notre planète d'une façon collective, l'un qui va venir lorsque sera le temps, lorsque sera arrivé le temps, où certains humains devront être transportés dans des régions et dans des lieux planétaires un peu plus sécures pendant le processus de purification par le feu de notre planète. Il y a un autre contact qui va se faire, celui des forces astralisées, qui vont servir à amener des humains dans des régions tout à fait apocalyptiques, parce que ces humains ont à être purifiés en même temps que le reste, donc dans des régions où ces humains seront détruits. Chaque fois que des humains ont été enlevés par un phénomène ovni, et il y en a eu énormément d'humains qui ont été enlevés par le phénomène ovni, ils ont toujours servi de cobayes, ils ont toujours servi de phénomène expérientiel, pour la simple raison que tout ce qui est extraterrestre n'a pas le degré d'évolution de l'homme. Ils ont le degré technique supérieur en évolution à celui de la science de l'homme. Leur évolution technique ne leur permet pas de connaître et de comprendre l'homme. Ils doivent donc enlever des humains et s'en servir comme cobayes. Certains sont restitués à la planète de façon à voir ce que ça va donner comme résultat dans l'humanité. La majorité qui sont restitués vont être amnésiques et missionnés. Le fait d'être amnésique et missionné est évidemment un phénomène antagoniste. Comment peuvent-ils être missionnés s'ils ne se rappellent pas?
Une chose qu'ils se souviennent, c'est qu'ils ne se rappellent pas. Et à travers ce qu'ils ne se rappellent pas, ils se souviendront. Se souvenant, sachant qu'ils n'auraient pas dû se souvenir, ils sont donc convaincus d'une puissance chez eux qui leur permet maintenant de faire la mission. Une belle forme de manipulation, tout à fait adaptée à la psychologie de l'homme. Lorsque le phénomène extraterrestre intelligent entrera en contact avec l'humanité, elle entrera en contact visuel avec tous, c'est-à-dire que les radars, les avions, tous les humains auront le privilège de voir ces vaisseaux. Ces vaisseaux seront vus par l'humanité de façon à induire dans l'astral planétaire cette religion mentale qui va naître de plus en plus au cours de cet apocalypse. Les humains entrevoyant les vaisseaux spatiaux auront donc le privilège, comme ils ont toujours eu le privilège, d'induire par leur imagination une nouvelle réalité qui fera partie de la vérité, donc du mensonge cosmique de la planète ou de la vérité cosmique, l'altération de la réalité, et ce nouveau concept créera et engendrera un néotype suffisamment puissant à l'échelle de notre évolution apocalyptique planétaire. Cela obligera les humains à entrevoir Dieu d'une nouvelle façon et à entrevoir la science d'une nouvelle façon. Cela va lentement les dynamiser vers cette religion mentale qui va de plus en plus être l'apanage de cette transition, de cette initiation humanitaire à l'échelle de notre planète. Le problème, c'est que les humains qui n'ont pas accès, qui n'ont pas à avoir accès avec le contact des véhicules extraterrestres, ne saura jamais où ces véhicules iront rencontrer les gens. Il y a des régions planétaires qui sont des régions tout à fait sécures. Est-il nécessaire que l'humain prépare matériellement son voyage vers ces régions, vers ces zones planétaires sécures? Non. Certains humains auront à préparer le terrain. Certains, quelques rares humains. La majorité de ceux qui évoluent n'ont qu'à continuer leur évolution. La continuité évolutive du règne de l'humanité, ascendante, celle qui a un contact ou une probabilité de contact avec le plan supramental, c'est simplement et uniquement l'expression dans la matière de l'intelligence. L'homme qui évolue, la femme qui évolue, n'a pas comme fonction de triper sur son évolution. Et elle n'a pas non plus comme fonction de mentaliser, d'astraliser le phénomène du contact. Une évolution qui n'est pas imbricable, implicable, appliquée dans la matière et de la merde. Ce n'est pas de l'évolution. C'est une sangsue, l'humain, qui fait cela. Pour la simple raison qu'au lieu de vivre une évolution réelle, il se contente de prendre le chapeau d'un autre, de plagier énergétiquement le phénomène évolutif d'un autre et de s'illusionner qu'il évolue lui aussi. Le fait d'être en contact avec une entité évolutrice n'entraîne pas nécessairement l'évolution. Cela entraîne l'énergisation de l'évolution. Mais l'énergisation de l'évolution ainsi entraînée est une énergisation qui provient d'un autre et qui ne provient pas de soi. Lorsque l'humain engendre dans la matière de l'intelligence supramentale, il devient un foyer rayonnant de cette intelligence, alors automatiquement il devient ce que l'humain appelle dans l'Antiquité un élu. Après les formes apocalyptiques et lors de ces 13 800 ans d'âge d'or, donc de millénium, la fusion des réincarnations pluralitaires des humains, donc des polarités espritiques similaires, permettra à l'humanité au complet d'être inclus dans ces 144 000 et quelques élus. Mais les premiers qui auront la conscience de l'électivité d'être élus seront des humains qui auront la faculté de matérialiser leur contact, donc d'induire dans la matière de l'intelligence. Cela veut dire que l'humain qui se calisse royalement et qui se fout mauditement de la société, qui se maudit, qui se crisse royalement de l'humanité, est un humain qui n'induit pas dans la matière de l'intelligence.
Il sera fait à l'homme ce que l'homme fait à lui-même. Et le degré énergétique d'expression d'un humain est exactement le degré énergétique de son évolution. Vous bâtissez présentement les lignées énergétiques ou vibratoires de votre avenir. Comme vous agissez, comme on agira pour vous. Celui qui daigne marcher sur un trottoir seul parce qu'il ne veut personne, marchera toujours sur ce trottoir seul et jamais il ne rencontrera personne. C'est ce qu'il veut. Ainsi il agit, ainsi il en sera. Lorsqu'un jour une entité hautement vibratoire doit le rencontrer, il ne pourra pas le rencontrer parce que sur ce trottoir, personne d'autre ne doit marcher. Ce n'est pas une question d'émotivité ou d'émotion divine, question de mécanique. Vous ne pensez pas à autrui aujourd'hui, vous créez un contexte, une sphère, dans lequel vous vous placez, et cette sphère est une sphère qui exclut la pensée pour autrui. Lorsqu'à un moment donné, un phénomène de transporteur extraterrestre se présente le nez, vous êtes exclu. Pourquoi? Parce que vous éliminez par cette sphère tous les moyens possibles pour qu'on puisse vous contacter. Celui qui émotive ce phénomène finit par penser qu'il doit aider les autres. Et encore là, il crée une sphère où il s'exclut. L'écologie est la fondamentalité mécanique de la gestion des mondes. L'écologie, c'est la compréhension mécanique, donc l'acceptation inconditionnelle de l'harmonie qui naît de la création des mondes et de la rencontre des mondes. Ce que l'être humain appelle l'harmonie planétaire, la nature, est en réalité une guerre majeure entre tous les phénomènes de notre création planétaire. Et cette guerre majeure, elle en est arrivée, après multiples destructions, à un équilibre entre ce qui est détruit et ce qui est construit. C'est ce que l'homme appelle l'harmonie. À l'instant où l'humain détruit cette harmonie, ou bien il altère la possibilité créatrice, ce qui engendre un désastre, parce que la possibilité créatrice ne peut plus supporter la possibilité destructive, la forme destructive gagne plus d'ampleur, jusqu'à temps qu'un nouvel équilibre se restaure. Et si l'humain altère la possibilité destructive, il engendre automatiquement une augmentation de la possibilité créatrice, ce qui continue à engendrer une guerre. Je donne un exemple peut-être plus terre à terre. Éliminer les prédateurs des loups, il y aura plus de loups, et ces loups tueront plus de chevreuils, et ces loups s'attaqueront aux poulaillers, et n'éliminez jamais les loups, ces loups s'attaqueront finalement à l'homme. Éliminez les loups. Donc, si on n'élimine pas les prédateurs des loups, on empêche la création de ce prédateur, ce qui fait qu'on augmente la probabilité de destruction, jusqu'à temps qu'un équilibre s'instaure, jusqu'à temps que le loup daigne bien se manger entre lui. Et là, l'harmonie sera revenue. Ou bien, on élimine les loups, on élimine les parties destructrices, apparemment. Et là, les chevreuils pullulent. La partie créatrice, la partie belle, grimpe. Et à un moment donné, il y a tellement de chevreuils qui viennent manger l'herbe et le blé de nos champs. Ravagent les forêts. La partie créatrice, elle engendre le même phénomène de guerre. Une guerre de création, une guerre entre des mondes divers, une guerre écologique. L'humain doit considérer que le plan planétaire ainsi que tout ce qui existe présentement à l'échelle de la planète est une guerre équilibrée. C'est le même phénomène au niveau des forces militaires nucléaires. Tant qu'il y a un équilibre des têtes nucléaires, tant qu'il y a un équilibre des forces,
il y a apparemment la paix. la paix. Cette paix porte le nom d'harmonie. À l'instant où l'un des deux côtés l'équilibre est rompu, automatiquement il y aura un déversement. Soit que pour nous, le bon côté va pouvoir s'étendre, les États-Unis vont conquérir l'URSS. Soit que pour nous, le mauvais côté pourra s'étendre, l'URSS va conquérir les États-Unis. Mais tant que l'harmonie règne, la guerre existe. Mais elle ne change pas la condition expérientielle de notre planète. Présentement, il y a la guerre. Tant que l'harmonie persiste, les conditions expérientielles ne sont pas altérées. L'humain qui dort pense qu'il y a la paix. La paix, elle est toujours là. Même en temps de guerre. La paix, c'est synonyme d'harmonie. Tant qu'il y a un équilibre des forces, il y a la paix. Tant que tout ce phénomène de notre gestion planétaire qui est entré en guerre reste en harmonie, ce que l'humain va appeler les lois naturelles. Il est normal qu'à un moment donné, il est normal que ceci, que cela, ce que l'homme appelle les lois naturelles, ce que l'homme appelle l'intelligence de mère nature. Mère nature n'existe pas, et cette intelligence est une intelligence d'équilibre. Il n'y a pas de gestion émotive. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de laideur. C'est un équilibre. Un équilibre de force qui tous se luttent les uns contre les autres. Et parce qu'à un moment donné, l'écosystème, c'est-à-dire la multitude de guerres en même temps dans une même région, a engendré un équilibre stationnaire des forces, de ce qui est détruit par rapport à ce qui est construit, des naissances par rapport aux morts. On parle de paix. Et on ne voit plus cette guerre. Lorsque les forces extraterrestres pénètrent le continuum spatio-temporel de notre planète, elles sont divisées en deux clans pour ne pas briser l'équilibre de notre planète. Lorsqu'un véhicule transporteur extraterrestre se présente et daigne bien transporter des humains pour les sauver, cela altère instantanément et automatiquement l'équilibre des forces de notre planète. Cela ne doit pas être. Chaque fois qu'un vaisseau spatial intelligent fait son apparition dans notre donc dans notre continuum spatio-temporel, un vaisseau extraterrestre des forces de l'involution fait en même temps son apparition. L'équilibre reste stable. L'humain devra donc choisir, discerner entre un transporteur intelligent et un transporteur aberré. Vous savez que l'être humain recherche continuellement la paix finalitaire, la paix totale, inexorable, inconditionnelle et harmonieuse. Cela n'existe pas et cela n'existera jamais. Là où il n'y a pas d'existence, c'est-à-dire là, à l'extérieur de notre création, le problème est réglé. Dans la création, cela n'existe pas. Chaque onde, de chaque vibration, de chaque expression énergétique entre automatiquement en conflit avec le reste. Il y a ceci parce que ceci n'est pas le reste. Automatiquement, ceci devra prendre sa place. Et cette place sera chaudement luttée pour être conservée. Chaque atome prend la place d'un autre atome. Chaque phénomène existentiel prend de la place et prend du temps, interdisant automatiquement à un autre phénomène expérientiel de prendre le même temps et de prendre la même place. Il y a de la guerre. Lorsque l'humain parle, lorsque la tradition parle des guerres extraterrestres pour se prévaloir de la Terre, lorsque l'on se dit que présentement, à l'échelle cosmique, il y a une guerre dont l'enjeu est notre planète,
Bien, cela est un fait. Dans la tradition antique, on parle des guerres entre Lucifer et Gabriel. Les forces du bien et les forces du mal. Nous sommes dans une création qui nécessite obligatoirement un état d'équilibre, étant donné que chaque chose tend à être la seule chose. L'être humain est exactement comme du gaz. Pourquoi? Parce qu'il a une vibration suffisamment évoluée. Pas tous les êtres humains, mais la majorité de ce qui existe sur la planète. Le gaz est de la matière énergisée. Le gaz est de la matière solide en haute vibration. La glace est de la matière solide. La vapeur d'eau, c'est de la glace qui vibre plus. Si nous prenons de la vapeur d'eau, nous la plaçons dans un récipient, elle va occuper tout le récipient. Nous prenons la même quantité de vapeur d'eau, nous la plaçons dans le salon. Elle va occuper tout le salon. Placez-la à l'air libre, elle va occuper toute l'atmosphère de notre planète. L'être humain est comme un gaz. Donnez-lui une île, il occupera toute l'île. Même s'il est seul, il fouillera l'île et il la fera sienne. Donnez-lui un pays et il finira par le faire au complet. Donnez-lui un continent et il va s'étendre sur le continent. Donnez-lui une planète et il va prendre la planète. C'est ce qui a poussé Christophe Colomb à s'en aller. C'est ce qui a poussé tous les explorateurs à fouiller. L'être humain est comme un gaz. Il doit s'expandre. Maintenant, l'humain a conscience de notre système solaire. Alors il continue son extension. Il va sur la Lune. Il visite Mars. Il visite Vénus. Et ses yeux fouillent la galaxie, l'univers et les autres galaxies par le biais des télescopes, de façon à faire de la galaxie et des autres galaxies quelque chose qui va lui appartenir. Étant donné que sur n'importe quel continuum de vie, le même phénomène s'opère, il ne peut faire autrement que d'y avoir des guerres. Antiquement, un Melchisédek a instruit dans l'intelligence d'une focalité religieuse l'idée que l'univers était constitué d'un phénomène noir, d'un phénomène blanc, appelé yin et appelé yang. Dans chaque phénomène yang, il y avait du yin. Dans chaque phénomène yin, il y avait du yang. Le Tao a donc été donné à l'homme, symbolisé par un cercle, une création, divisée on ne sait trop où et comment, par le yin et par le yang, et avec un cercle dans chacun des deux, instruisant bien l'homme que dans le yang, il y avait quand même le yin. Cela veut dire que si on peut diviser l'univers en deux, selon la ligne du Tao, et ne conserver que la partie yang, le blanc, automatiquement un autre Tao apparaît. Une autre guerre va apparaître et on aura instantanément une autre division de blanc et de noir. Si on redivise encore et on prend cette partie blanche, le yin est toujours dedans. Automatiquement, une autre division va apparaître. Autrement dit, l'Allemagne, alliée d'une partie de l'Italie, alliée d'une partie, disons, des Japon, avec certaines autres alliances, entre en guerre contre le reste de la planète. Les États-Unis d'Amérique s'allient à l'URSS, à la France, à l'Angleterre, au Canada, à l'Australie, à quelques autres pays, et entrent en guerre. Yin et Yang. L'Allemagne est vaincue. Les Alliés automatiquement se divisent. URSS, États-Unis d'Amérique. Pacte de Varsovie, traité de l'Atlantique Nord. Pourtant, ils étaient alliés, ils faisaient partie du Yang.
pour se battre contre le yin. Le yang ayant maintenant vaincu, automatiquement ce yang est divisé en deux pour que l'équilibre persiste. La guerre, elle est toujours là. Et maintenant, on a l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui entre en guerre, qui lutte énergétiquement contre le pacte de Varsovie. Alors on a donc cette alliance de l'Est luttant contre l'alliance de l'Ouest. L'ONU est une phénoménologie qui a essayé de faire en sorte que le yin et le yang puissent être fusionnés. L'ONU est une forme d'imbrication de l'intelligence supramentale à l'échelle de notre planète. Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce que vous devez faire un jour sur la planète Terre, ce n'est pas conditionnel du fait que ça marche-tu ou ça ne marche pas. Ça doit être fait. Il faut le faire. C'est tout. Continuellement, il y a cette guerre. Et la paix n'apparaît que lorsqu'il y a un état d'équilibre. Donc, la paix n'est pas question de spiritualité, n'est pas question d'espoir ou de désir ou de marche dans les rues. La paix, elle est question de compréhension de l'équilibre. Les crapauds ne peuvent pas envahir le monde tant que l'équilibre n'est pas rompu. Tant qu'il y a des couleuvres, tant qu'il y a des serpents, tant qu'il y a des chouettes, des hiboux et des aigles, et tant qu'il y a des enfants pour les écraser, les crapauds ne peuvent pas conquérir le monde. Brisez l'équilibre n'importe où et vous verrez que la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre consciente, c'est une guerre atomique, c'est-à-dire une guerre qui est régie par l'atomicité des choses, pas une guerre nucléaire, pas régie par le noyau des atomes, par l'atome. Lorsqu'en Australie, le lapin est entré en guerre contre les humains, eh bien, les humains ont failli perdre la guerre. Les humains ont importé des chiens sauvages qui, eux, ont entré en guerre contre les lapins et ont tué les lapins. Présentement, il y a un état d'équilibre. Pas tellement de chiens sauvages parce qu'ils sont morts de faim quand il n'y avait plus suffisamment de lapins. Et pas trop de lapins parce que quand il y en a trop, les chiens les tuent. Quand il manque de lapins, les chiens meurent. Quand les chiens meurent, les lapins procréent. Quand les lapins apparaissent, les chiens ont de la bouffe, ils vivent. Quand les chiens ont de la bouffe, ils procréent. Quand il y a trop de chiens, les lapins meurent. État d'équilibre. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu un jour penser que les lapins voudraient absolument entrer en guerre contre le règne de l'homme? Non. C'est ce qui est arrivé en Australie. On s'illusionne toujours que le lapin, ce qui est arrivé là avec un char d'assaut, le lapin fera la guerre à la lapin, pas à l'homme. Pas comme l'homme l'a fait la guerre. Mais les lapins étaient en train de détruire toute la flore de l'Australie. Ils la bouffaient. Ils bouffaient les cultures. Ils bouffaient tout. Aucun prédateur pour le lapin. L'homme n'était pas assez nombreux. Il avait beau chasser, le lapin, on sait que ça procrée. Alors, le lapin était en train d'exterminer l'homme en Australie. Est-ce qu'il y a la guerre? Rompez l'équilibre et vous verrez instantanément apparaître la guerre. Ça, il faut que ce soit compris parce qu'il n'y a pas de gestion planétaire qui ne peut être envisagée sans la compréhension de l'équilibre. Mettre le bien partout, c'est faire sauter la planète. Il y a de l'équilibre. Et cet équilibre doit être conservé. Elle peut être intelligencée, mais elle ne peut pas être détruite. Là où un transporteur extraterrestre intelligent fera son apparition, quelque part sur la planète, un transporteur extraterrestre aberré ou astralisé fera son apparition. Là où un être extraterrestre entrera en contact avec un humain, un autre être extraterrestre fera la même chose. Alors certains pourront poser la question, si tous les contactés jusqu'à date ont été contactés par des vaisseaux ou par des extraterrestres de type astralisé, quelle est devenue la correspondance intelligente de ces contacts?
Chaque fois qu'un con est contacté par un extraterrestre encore plus con, se lance dans une mission planétaire, on en a quelques-uns, je ne les nommerai pas, c'est qu'ils font un travail essentiel à l'entretien de l'équilibre. Quand je parle de pas de con, je parle de contacté, vous avez compris. Lorsque l'humain est contacté de cette façon, il a sa mission. En même temps, une personne qui est une fraudeuse écrit des livres qui deviennent géniaux. En même temps, un psychiatre un peu cinglé se met à écrire et écrit un livre qui devient génial. En même temps, ceci et en même temps cela. Là est le contact intelligent pour compenser au niveau de l'équilibre le contact avec les forces d'évolution, les extraterrestres astralisés. Alors on a eu différents livres qui ont été écrits, qui ne sont pas des livres qui ont été écrits pour être lus, ni pour être compris, pour conserver un équilibre au niveau des forces. Que ce soit les livres de Mme Blavatsky, que ce soit les livres d'Alice Bailey, que ce soit la cosmogonie du Rancia, que ce soit d'autres livres, ils n'ont pas été écrits pour être lus, et encore moins pour être compris, mais surtout pas pour être appris. Ils ont été induits dans la matière pour équilibrer les forces. Pendant que certains font des choses, d'autres font d'autres choses. Et celui qui ne comprend pas l'équilibre des forces ne pourra pas transiger avec une intelligence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y aura des hommes, il y aura des personnes parmi vous qui auront un contact avec des phénomènes extraterrestres. Et si leur bouche ose dire aux phénomènes extraterrestres, oui, mais il y a ma mère aussi là-bas, on devrait peut-être l'amener. Ils vont dire, oui, va la chercher. Mais tu peux être sûr qu'ils ne seront plus là quand tu vas revenir. Il faut que l'humain comprenne. Vous devez de comprendre ce que c'est que l'équilibre des forces. Le soleil n'attaque pas l'homme. Ôtez l'atmosphère, puis le soleil tue l'homme. Ôtez le soleil, puis d'énergie. L'homme meurt glacé bien raide. Il doit y avoir un équilibre. Tout ce qui est bâti à l'échelle de notre planète est en état d'équilibre. La chimie est la faculté, comme la physique d'ailleurs, de transcender l'état d'équilibre, c'est-à-dire tant que nous restons dans les cadres de l'équilibre établi par cette loi naturelle, nous pouvons prendre des produits chimiques, rompre l'équilibre dans un milieu où un autre équilibre connu permet de conserver, empêcher la guerre, et on peut arriver à certains résultats. Lorsque nous brisons l'équilibre complètement, cela va engendrer soit une explosion, soit une dissolution. L'explosion ici engendrée dans le microcosme brise totalement l'équilibre de ce monde, et une fois que ça a explosé, ça va entrer en guerre contre l'extérieur, et les forces de l'extérieur vont entrer en guerre contre l'explosion, jusqu'à temps que ce soit équilibré, et là, l'explosion est finie. Mais il y a mauditement plus de guerres sur la planète Terre qu'il y en a dans le reste de notre univers. Sur chaque planète, sur chaque soleil, il y a la guerre. Prenez un bâton de dynamite, faites-le sauter dans l'espace. L'explosion va continuer, va s'étendre tant qu'il n'y aura pas eu suffisamment d'ennemis pour en restreindre son expansion. Ça va être long, parce qu'il n'y a pas beaucoup de guerre. Faites-la sauter sur n'importe quel endroit planétaire ou solarisé, et l'explosion ne sera jamais de la même envergure. Parce qu'ici, il y a la guerre. Est-ce que les murs sont en guerre contre les autres choses? Je répète que ce n'est pas une question de conscience ou d'émotion. Mais donnez un coup de poing dans un mur, puis vous allez voir s'il vous laisse passer ou non. Vous n'occuperez pas sa place.
dans le même temps et dans le même espace, il y aura un conflit, une guerre. L'état d'équilibre va s'instaurer. Mais vous devez comprendre que la paix est une illusion de l'ego, que la paix est une illusion émotive, que la paix telle que l'humain la conçoit, la seule paix valable et véritable, réelle, c'est la paix synonyme d'équilibre. L'équilibre est exprimé sous forme d'harmonie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'équilibre, il n'y a pas de changement réel de l'expérience. C'est ça, l'harmonie. Celui qui évolue et qui veut finir par être en harmonie avec lui, il veut rester stagnant. Je suis en harmonie avec moi. Quoi qu'il arrive, ça ne me touche pas. T'apprends-tu? Non, ça passe direct. Je suis plus en guerre. L'homme nouveau se doit d'être un guerrier. Pas un combattant, pas un gars qui vit du combat. Ou une fille qui vit de se battre. Un guerrier. Il doit avoir une attitude de guerrier. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre le phénomène de l'équilibre. Il plante une graine dans le sol. Il sait que cette graine va prendre de l'expansion. Elle devra entrer en guerre contre la terre. Elle devra être épuisée dans la terre. La terre va s'arranger pour l'écraser. Parce que la terre va s'arranger pour l'écraser, la plante qui va pousser pourra tenir dans le sol. C'est l'équilibre. Mais vous savez que si la terre n'aurait pas écrasé la plante pousserait et elle tomberait au moindre coup de vent. Et tous nos arbres pousseraient au sol, les plantes pousseraient au sol, tout pousserait au sol. Et on dirait, c'est normal, c'est la nature, puis on vivrait aussi bien. C'est pas nécessaire qu'une plante pousse debout. Mais parce que ça s'adonne que ça pousse debout, ben on dit c'est normal, c'est correct, c'est intelligent. Tout ce que la religion trouve d'intelligent est simplement un phénomène de mécanicité. Jean, qui a pensé qu'il y a eu l'intelligence de créer des plantes comme ça avec les feuilles qui ramassent l'ultraviolet? Il ne peut pas ramasser d'autres choses, il y avait juste de l'ultraviolet à ramasser. Alors, il y avait une guerre, il n'y avait rien, puis l'état d'équilibre s'est instauré, ça ramassait l'ultraviolet. Puis là, ça sécrète de l'oxygène, puis ça ramasse le gaz carbonique. Hey, ça purifie notre air. Il y avait juste Dieu qui pensait à ça. Quand les plantes sont sorties, l'atmosphère était que de gaz carbonique. Il n'y a pas d'oxygène. Alors, il ne peut pas respirer de l'oxygène, il n'y avait pas. Il respirait le gaz carbonique, se servait d'une molécule d'oxygène, se servait du carbone, puis les excréments, ben, il l'archait dehors. C'est ça qui a fait que lentement, il y a eu beaucoup d'oxygène. Vu qu'il y avait plein de gaz carbonique, on avait des plantes immenses, il y en avait des plantes à l'époque. Bien avant la venue des dinosaures. Mais il y a des plantes tellement immenses que ça a tellement ramassé le gaz carbonique, ça a lutté contre l'atmosphère. Mais ça a failli gagner. Mais ça ne gagne jamais. Il n'y a personne qui gagne dans notre création. Alors, lorsqu'il y a eu suffisamment d'oxygène puis commençait à manquer de gaz carbonique, ben, les plantes ont commencé à mourir. Les plantes naissaient plus petites, jusqu'à temps qu'un état d'équilibre s'installe. Puis là, les plantes sont restées comme ça. Par la suite, les animaux ont commencé à sortir, parce que l'évolution est graduelle. C'était pas pour respirer du gaz carbonique. Les plantes avaient appris. Les plantes avaient appris, évolué, à ramasser leur gaz carbonique beaucoup dans le sol. Alors les plantes ont recouvert notre planète, beaucoup plus petite quand même. Et là, ils avaient besoin de l'eau. Ben, l'eau les dissolvait. Maintenant que ça arrive, il fallait que les plantes s'adaptent. Et on s'est ramassé avec une atmosphère qui avait un peu plus d'oxygène que de gaz carbonique. Il y a beaucoup d'azote. Les animaux avaient le choix de respirer soit de l'azote, soit de l'oxygène. Le problème, c'est que la constitution organique dans l'eau, il n'y a pas beaucoup d'azote. Il y avait beaucoup d'oxygène. Dans les aliments, dans ce qu'ils pouvaient brouter, il y avait de l'azote. Il y avait du carbone surtout. Or, les animaux qui sont sortis étaient des animaux qui étaient carbone et oxygène.
Ils ont respiré ce qu'ils avaient à respirer. Ils ont respiré de l'oxygène. C'est intelligent que Dieu ait pensé à tout ça. Dieu ne pensait à rien de ça. C'est une bombe, une terre en fusion, une guerre totale. Lentement, les contraires se heurtent, puis il se passe des choses jusqu'au jour où une forme d'état d'équilibre apparaît. Et cet état d'équilibre a progressé, mais dans les lois de la nature, c'est-à-dire restant dans ces lois de l'équilibre. Lorsque l'humain devient suffisamment grand, il brise l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il fait comme les gaz. Plus il découvre d'espace, plus il faut qu'il prenne l'espace. Alors l'humain est maintenant sur la planète. C'est l'animal le plus, à part le maringouin, le plus partout sur la planète. Et on s'en va encore une fois vers ce bris de l'équilibre. L'Apocalypse. Mais l'Apocalypse est une guerre. L'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte contre le bris, contre le changement, contre le déséquilibre. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il devra toujours y avoir des humains dans la merde pour avoir des humains dans le luxe? Non. Mais si dans chaque être humain, il y a ce constat d'équilibre, l'équilibre n'est pas rompu. Mais s'il y a des humains qui deviennent pacifiques au bout, il y aura toujours des humains qui vont être violents au bout. Dans chacun des humains, cet équilibre doit être cellularisé, conscientisé. La guerre, elle est là, toujours. Toujours. Embarquez sur le territoire d'un ours, vous verrez que l'ours, qui a peur de l'homme ou non, entrera en guerre contre vous. Et l'ours est un être herbivore, non violent. L'éléphant n'est pas violent. Ne marchez pas sur son territoire. La guerre, elle est là partout. L'état d'équilibre. Lorsque le contact avec les phénomènes extraterrestres va arriver, va commencer à descendre, il y aura une panoplie de choses qui serait bon que certains humains sachent et qui serait surtout bon que l'astral sache. Selon les questions que vous aurez à poser là-dessus, aujourd'hui, on en parlera. Et sinon, je vais en parler en 87, premièrement dans une conférence du vendredi, et possiblement, si je n'ai pas tout dit le vendredi, dans la prochaine conférence du mois. Sinon, ça ne va dépendre que de vos questions, en ce qui concerne ce phénomène. On va revenir un peu au cours de la journée, je te laisse aller. Bien que tu quelque chose. Bon. Alors, on va prendre un break.